Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez pointue mais essentielle pour la performance. Comment entraîner la force le plus efficacement possible? On va mettre face à face deux méthodes chez les athlètes de haut niveau. D'un côté, l'entraînement qu'on appelle excentrique à haute intensité avec un volant d'inertie, et de l'autre, la méthode plus traditionnelle avec les haltères. L'idée, c'est de voir ce qui marche le mieux, spécifiquement pour des basketteuses universitaires. Et pour faire ça bien, on se base sur du solide, une étude scientifique. Oui, tout à fait. L'article s'intitule A Comparative Study of High-Intensity Flywheel Eccentric Training and Traditional Barbell Training on Athletic Performance in Female Basketball Players. C'est paru assez récemment, en 2025, dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24, pour ceux qui veulent chercher, pages 824 à 838. D'accord. Et les auteurs? Alors, les auteurs principaux sont Jin Kunse et Wenfeng Liu. Ils sont affiliés à un laboratoire de l'Université normale du Yunnan en Chine. Il y a aussi plusieurs co-auteurs de la même institution. Parfait. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble cette étude. Comprendre comment ils ont fait, quels sont les résultats clés, et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entraînement. Est-ce qu'il y a vraiment une méthode qui sort du lot? Allons oui. Alors, pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, cet entraînement excentrique par volant d'inertie, pouvez-vous nous éclairer un peu? C'est quoi la différence fondamentale avec les haltères qu'on connaît tous? Absolument. Alors, faut d'abord penser au basketball. C'est un sport qui demande énormément de choses. De la force, bien sûr, de la puissance, des changements de direction hyper rapides et aussi cette capacité à répéter des efforts très intenses sans oxygène, ce qu'on appelle l'anaérobie. Oui, c'est très explosif et intermittent comme effort. Voilà. L'entraînement classique avec les haltères, on le connaît bien. On a une charge, un poids qui est fixe. Que le muscle se raccourcisse quand on pousse la barre, par exemple, ça c'est la phase concentrique, Mhm. ou qu'il résiste en s'allongeant, quand on contrôle la descente, la phase excentrique, la résistance est la même. Et souvent, c'est notre force en concentrique qui limite le poids total qu'on peut soulever. D'accord, on est limité par la phase où on pousse. C'est ça, l'entraînement par volant d'inertie, appelons-le FET pour faire plus court, c'est un autre principe. Imaginez un appareil avec un disque assez lourd qui tourne sur un axe. L'athlète va utiliser sa force pour accélérer ce disque. Ça, c'est comme la phase concentrique. En faisant ça, le disque accumule de l'énergie cinétique. Ok, on lance la machine en quelque sorte. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, il faut freiner ce disque qui, lui, veut continuer à tourner. Et on le freine pendant que le muscle s'allonge, donc pendant la phase excentrique. Le truc, c'est que la résistance que le disque oppose pendant cette phase de freinage, elle peut être beaucoup, beaucoup plus importante que la force qu'on a mise pour le lancer au départ. Ah oui, C'est ça qu'on appelle la surcharge excentrique. On résiste à plus que ce qu'on a poussé. Précisément, on peut atteindre des niveaux de force en excentrique qui sont bien supérieurs à 100% de ce qu'on peut faire en concentrique. C'est un stimulus très différent pour le muscle. fascinant. Et il y a d'autres avantages? Oui, deux autres points importants. D'abord, la résistance est adaptative, c'est-à-dire que plus on met d'énergie pour accélérer le disque à une répétition, Plus il y aura d'énergie à freiner juste après. voilà, ça s'adapte à l'effort de l'athlète à chaque répétition. C'est pas une charge fixe comme l'haltère. Et deuxièmement, la résistance ne dépend pas de la gravité. On peut travailler dans différents plans, différentes positions. Tout ça, ça sollicite le système nerveux et les muscles d'une manière particulière, notamment ce qu'on appelle le cycle étirement-raccourcissement, le SSC. C'est ce mécanisme un peu ressort du muscle, crucial pour les sauts, les sprints. C'est beaucoup plus clair. Alors concrètement, comment les chercheurs ont-ils comparé ces deux mondes, le fait et les haltères? Alors, ils ont monté une étude assez sérieuse. Ils ont pris 16 basketteuses universitaires, chinoises, de très bon niveau, qui jouent dans la ligue Cubel là-bas. Elles ont été réparties complètement au hasard en deux groupes de 8. Un groupe volant d'inertie, le groupe FET, et un groupe alter traditionnel, le groupe TBT. Et ça a duré combien de temps? L'intervention en elle-même a duré 8 semaines. 8 semaines. Et pendant ce temps, elles ne faisaient que ça? Leur entraînement spécifique? Non, non, bien sûr. Elles continuaient leur entraînement normal de basket, la technique, la tactique, etc. Et d'ailleurs, les chercheurs ont vérifié que ce volume d'entraînement basket était similaire entre les deux groupes pour pas que ça biaise les résultats. D'accord, important ça. Oui. Et
En plus de ça, elles avaient donc ces 2 séances spécifiques de musculation par semaine, soit avec le volant, soit avec les haltères, selon le groupe auquel elles appartenaient. Et pour que la comparaison tienne la route, j'imagine qu'ils ont essayé de rendre les séances équivalentes en termes d'effort, de volume, etc. Exactement, c'était crucial, ils ont vraiment fait attention à ça. L'intensité visée était la même, autour de 80% de la force maximale, le RMM, pour le groupe halter, et pour le groupe volant, ils ont utilisé une charge inertielle qui permettait d'avoir des vitesses de mouvement comparables, ce qui correspondait à une intensité similaire. Ils ont même suivi la fréquence cardiaque, qui devait dépasser 85% du max pour les 2 groupes. Ah oui, c'est précis. Très. Et les exercices étaient les mêmes pour tout le monde. Hmm. Du back squat, squat arrière, des tirages qu'ils appellent hard pulls et du squat sur une jambe. La structure des séances aussi était identique. Même nombre de répétitions par série, 6 répétitions de 20 secondes d'effort, même temps de repos entre les séries, 3 à 4 minutes, même nombre de séries, 3, et au total 4 blocs d'exercices par séance. Donc même programme, seule la machine changeait en gros. C'est ça. Ils ont même standardisé l'échauffement et prévu une semaine de familiarisation avant le début pour que tout le monde soit à l'aise avec le matériel et les tests. On sent le protocole bien ficelé pour vraiment isoler l'effet de la méthode. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mesuré pour voir l'impact avant et après ces 8 semaines? Ils ont utilisé pas mal de tests, regroupés en 2 grandes catégories. D'abord, tout ce qui touche à la capacité anaérobie. C'est la capacité à performer sur des efforts courts et très intenses. Pour ça, il y avait le test de Wingate sur vélo. C'est un classique. 30 secondes à fond pour mesurer la puissance pic, la puissance moyenne, et aussi comment la puissance baisse, l'indice de fatigue. D'accord. Ils ont aussi mesuré le lactate sanguin, avec des prises de sang juste après le Wingate, et puis 5 et 10 minutes après, pour voir le pic de lactate, mais aussi la vitesse à laquelle le corps l'élimine, ce qu'on appelle la clairance du lactate. Et des tests plus terrain? Oui, des tests très parlants pour le basket. Un sprint sur 30 mètres, le T-test qui mesure l'agilité et les changements de direction, et une course navette de 17 fois 15 mètres pour évaluer la capacité à répéter des sprints courts avec peu de récupération. Ok, pour l'anaérobie. Et la deuxième catégorie de mesure? C'était la force et la puissance des membres inférieurs. Là, ils ont regardé la force maximale sur une répétition au back squat, le fameux 1RM. Ils ont mesuré la détente verticale avec un saut qu'on appelle Counter Movement Jump, CMJ, le pic de puissance développé pendant ce type de mouvement. Et enfin, des mesures très précises en labo avec un appareil spécial, un dynamomètre isocinétique, pour mesurer la force, le couple pic, et la puissance moyenne produite par les muscles autour du genou et de la hanche à différentes vitesses de mouvement. D'accord, une évaluation très complète de la performance physique. Bon, alors venons-en aux résultats, le moment qu'on attend tous. Sur la capacité anaérobie, si critique au basket, est-ce que le volant d'inertie a marqué des points? Alors oui. Et la différence est assez nette. Il faut d'abord dire une chose, les 2 groupes se sont améliorés sur quasiment tous les tests par rapport à leur niveau de départ. Logique, elles se sont entraînées sérieusement pendant 8 semaines. Exactement. Donc, les 2 méthodes sont efficaces dans l'absolu, mais quand on compare les gains entre les groupes, après les 8 semaines, là, le groupe FET, celui avec le volant d'inertie, montre un avantage significatif sur la plupart des mesures anaérobies. Hein, par exemple. Prenons la puissance pic au test Wingate. Le groupe FET a progressé de 7,8% contre 6,0% pour le groupe Alter, TBT. Et cette différence est statistiquement significative, avec ce qu'on appelle une grande taille d'effet. Pour la puissance moyenne sur les 30 secondes, l'écart est encore plus marqué, plus 8,7% pour le FET contre seulement plus 3,1% pour le TBT. Là aussi, significatif et avec une grande taille d'effet. Quasiment le triple d'amélioration sur la puissance moyenne. C'est ça. Et l'indice de fatigue a aussi été réduit de manière plus importante dans le groupe F et T, moins 11,7%, que dans le groupe TBT, moins 4,8%. Donc là, elles étaient capables de maintenir un effort plus intense plus longtemps. Très intéressant. Et le lactate alors? Ça donnait quoi? Pour le pic de lactate, mesuré 3 minutes après le Wingate, il a plus augmenté dans le groupe F et T, plus 13,4%, que dans le groupe TBT, plus 8,2%. Plus de lactate. C'est bon signe. Dans ce contexte, ça suggère qu'elles ont pu solliciter davantage leur système anaérobie, produire plus d'énergie via cette voie métabolique, ou alors qu'elles tolèrent mieux l'acidité liée au lactate.
C'est généralement vu comme une adaptation positive pour la performance anaérobie. D'accord. Par contre, sur la vitesse d'élimination de ce lactate, entre 3 et 10 minutes après l'effort, les deux groupes se sont améliorés de façon similaire. Pas de différence significative entre les groupes sur ce point précis après l'intervention. Ok, mais le plus parlant, ce sont peut-être les tests sur le terrain, sprint, agilité, navette. Là, qu'est-ce qu'on observe? Alors là, les résultats sont vraiment impressionnants pour le groupe FET. Pour le sprint sur 30 mètres, le groupe FET a réduit son temps de 9,37% en moyenne. 9%. C'est énorme à ce niveau. Oui, c'est considérable. Pendant ce temps, le groupe TBT s'est amélioré de 4,21%. C'est bien, mais la différence en faveur du FET est très significative, avec une taille d'effet très grande. Pour le t-test, qui mesure l'agilité, même constat. Le groupe FET améliore son temps de 3,83% contre 1,42% pour le TBT. Encore une fois, avantage net et significatif pour le FET. Et enfin, la course navette, 17 x 15 mètres qui simule les efforts répétés, moins 4,24% de temps pour le FET, contre moins 1,27% pour le TBT. Toujours la même tendance, avantage significatif pour le volant d'inertie. Waouh! Surtout les tests fonctionnels clés pour le basket vitesse, changement de direction, endurance anaérobie, le groupe volant d'inertie a montré des améliorations bien supérieures. Pour des joueuses d'élite, c'est le genre de gain qui peut vraiment faire la différence sur le terrain, non? Ah, très clairement. Gagner presque un dixième sur un sprint de 30 mètres ou améliorer son agilité de près de 4% en 8 semaines, c'est potentiellement énorme en termes de performance en match. Pour les contre-attaques, les déplacements défensifs, les 1 contre 1. C'est clair. Et qu'en est-il de l'autre grand domaine, la force pure et l'explosivité des jambes? Est-ce que le volant confirme sa supériorité? La tendance non seulement se confirme, mais elle est peut-être même encore plus marquée sur certains indicateurs clés. Là encore, rappelons que les deux entraînements ont fonctionné, ont rendu les jauges plus fortes, mais l'ampleur des gains est très différente. Dites-nous tout. Alors, pour la force maximale au back squat, le 1RM, le groupe FET a augmenté sa force de 14,11% en 8 semaines. Plus 14%. Oui, pendant ce temps, le groupe TBT a progressé de 3,70%. La différence est flagrante et très significative statistiquement. C'est presque 4 fois plus de gains de force max. Exactement. Et pour la détente verticale, le saut CMJ, qui mesure l'explosivité, c'est encore plus spectaculaire. Le groupe FET a amélioré sa hauteur de saut de 19,39%, Pardon? presque 20%. En 8 semaines, chez des athlètes universitaires d'élite, c'est colossal. Oui, c'est un gain extrêmement important et assez rare à observer en si peu de temps chez des athlètes déjà entraînés. Le groupe TBT, lui, a amélioré sa détente de 3,03%. C'est bien, mais ça n'a rien à voir. Là, la différence est ahurissante. Quasiment 20% contre 3% sur la détente. Ça suggère vraiment que le volant d'inertie a touché quelque chose de fondamental. C'est ce que les chiffres indiquent, oui. Pour le pic de puissance, PPO, on retrouve un avantage significatif pour le FET. Plus 11,78% contre plus 8,10% pour le TBT. Et enfin, les mesures plus fines en laboratoire avec le dynamomètre isocinétique. Bon, les détails sont dans les tableaux de l'article, mais pour résumer, le groupe FET a montré des améliorations significativement supérieures au groupe TBT pour la force et la puissance, que ce soit en flexion ou en extension, au niveau du genou ou de la hanche, et ce, à quasiment toutes les vitesses testées. Les tailles d'effet en faveur du FET étaient majoritairement grandes ou très grandes. Le tableau d'ensemble est donc assez catégorique. Le volant d'inertie semble avoir surclassé l'entraînement traditionnel sur presque tous les fronts dans cette étude. Comment des auteurs expliquent-ils cette supériorité? Quels sont les mécanismes derrière ça? Ils mettent en avant plusieurs raisons, qui découlent directement des spécificités du FET qu'on a décrites au début. La première raison, et probablement la plus déterminante, c'est la surcharge excentrique. Le fait d'imposer au muscle une résistance très élevée pendant sa phase d'allongement, le freinage, ça semble être un stimulus extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que ce qu'on peut obtenir avec une charge fixe en haltère, qui est limitée par la phase concentrique. C'est cette phase négative hyper intense qui force le corps à s'adapter plus fortement. C'est l'idée principale, oui. On pense que ça induit une plus grande tension mécanique dans les fibres musculaires, ce qui stimule davantage la synthèse de protéines, donc potentiellement plus d'hypertrophie à long terme, mais surtout, ça provoque des adaptations neurales très importantes. Neural, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Recruter les unités motrices, surtout les plus rapides et les plus fortes, une meilleure synchronisation de leur activation, tout ça contribue à produire plus de force, plus vite. C'est la deuxième explication, une stimulation neuromusculaire accrue.
Et ça expliquerait notamment les gains spectaculaires sur le cycle étirement-raccourcissement, donc sur les sauts et les sprints. Logique. Y a-t-il d'autres facteurs? Oui, il mentionne aussi l'adaptation continue. Comme la résistance du volant s'ajuste à chaque répétition en fonction de l'effort de l'athlète, ça évite peut-être les plateaux, la stagnation qu'on peut parfois observer avec des charges fixes, surtout chez des athlètes déjà bien entraînés. Ça pousse l'organisme à s'adapter en permanence. Un peu comme un partenaire d'entraînement idéal qui ajuste toujours la difficulté. Un peu, ça, oui. Et enfin, quatrièmement, tout ça semble mener à une meilleure transférabilité aux exigences spécifiques du basket. Les gains en force excentrique sont hyper importants pour décélérer, pour encaisser les réceptions de saut, pour changer de direction efficacement. Quand on combine ça avec les améliorations de la capacité anaérobie, pouvoir répéter des efforts intenses, mieux gérer le lactate, on obtient un profil athlétique beaucoup plus adapté aux efforts intermittents de haute intensité du basket. Ce qui ressort, c'est vraiment cette idée que le volant d'inertie, par son mécanisme unique de surcharge excentrique et de résistance adaptative, permettrait de dépasser les limitations de l'entraînement classique. Il force le corps à des adaptations neuromusculaires et métaboliques plus poussées, surtout chez des athlètes qui sont déjà proches de leur potentiel avec des méthodes traditionnelles. C'est ça. C'est une excellente façon de le résumer. C'est vraiment le message fort qui se dégage de cette étude et d'autres recherches similaires sur le sujet. C'est un stimulus différent et apparemment très efficace. Donc, si on devait synthétiser le message clé de cette recherche pour nos auditeurs, on pourrait dire que pour ces basketteuses universitaires de haut niveau, ajouter un entraînement spécifique avec volant d'inertie pour les jambes 2 fois par semaine pendant 8 semaines a conduit à des progrès bien plus importants en capacité anaérobie, en force et en puissance, comparé au même volume d'entraînement fait avec des haltères classiques. C'est tout à fait ça. Les chiffres, les analyses statistiques, tout converge dans cette étude pour montrer un avantage clair du volant d'inertie dans ce contexte précis. Femmes, élite universitaire, basketball, entraînement du bas du corps. Mais, et c'est important de le souligner, les auteurs sont honnêtes sur les limites de leur travail. Ah oui, lesquels par exemple? D'abord, la taille de l'échantillon est relativement petite, 16 joueuses au total. C'est bien pour une étude de ce type, mais ça reste limité. Ensuite, ce sont uniquement des femmes, universitaires d'élite, basketteuses. Est-ce que les résultats seraient identiques chez des hommes, chez des athlètes moins entraînés, dans d'autres sports? On ne peut pas l'affirmer juste avec cette étude. Il y a aussi des facteurs externes qui n'étaient pas parfaitement contrôlés, comme la nutrition ou la qualité du sommeil, même si des consignes étaient données. Et puis, l'entraînement ne ciblait que les jambes, kid du haut du corps, qui est aussi sollicité au basket. C'est vrai. Ce qui ouvre des perspectives intéressantes finalement. Ces résultats sont super prometteurs pour le bas du corps chez ces athlètes, mais ça donne envie de voir si ça se confirme dans d'autres populations, pour d'autres parties du corps. Exactement. C'est le propre de la recherche, hein. Une bonne étude répond à des questions, mais en soulève souvent de nouvelles. C'est un domaine qui continue d'évoluer. Une excellente remarque pour presque conclure. Pour celles et ceux qui seraient passionnés par le sujet et voudraient vraiment aller voir les données brutes, les détails de la méthode, on les encourage vivement à lire l'article original de Xue et ses collègues. On rappelle le titre ? Oui, A Comparative Study of High-Intensity Flywheel Eccentric Training and Traditional Barbell Training on Athletic Performance in Female Basketball Players, publié dans le Journal of Sport Science and Medicine en 2025. Parfait. Et au-delà des résultats eux-mêmes, ça pose une question un peu plus large, non ? Si cette technologie du volant d'inertie semble si performante, pourquoi n'est-elle pas plus répandue ? On voit encore beaucoup d'haltères dans les salles. Est-ce une question de coût du matériel, de formation des coachs, d'habitude ? C'est une piste de réflexion intéressante pour l'avenir de la préparation physique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses de sources scientifiques ou d'autres documents importants. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration des